Bon après-midi. La dernière table ronde sera un peu particulière parce que le deuxième intervenant, le professeur Yaron Oz, malheureusement n'a pas pu venir. Et donc, je serai seul pour la table ronde. Mais ce qui limitera évidemment la partie débat. Mais il y aura des questions possibles, évidemment. Alors, il m'a néanmoins envoyé sa présentation. Il m'a demandé de présenter ces diapositives, ce que je ferai évidemment bien volontiers. Donc il y aura deux présentations, mais un seul présentateur. J'aurai deux casquettes. Alors, nous avons choisi tous les deux de parler du même défi, un des grands défis de la physique moderne, le problème de réconcilier la théorie d'Einstein et la mécanique quantique. Le fait que nous ayons choisi de parler du même problème ne veut pas dire que c'est le seul problème en physique actuelle. Au contraire, il y en a bien d'autres. La physique regorge de problèmes importants dans toutes les directions. Simplement, nous travaillons tous les deux sur ce problème-là. Alors, je vais suivre le programme. Je vais d'abord commencer par mon exposé, que je vais faire en français. Et puis l'exposé de Yaron est préparé en anglais, je le ferai en anglais. Ce sont des thématiques très proches, donc il y aura évidemment, inévitablement, un certain recouvrement, mais les points de vue sont parfois différents, et donc je pense qu'ils sont également complémentaires. Voilà, donc je commence par mon exposé. Alors je le fais en français, mais le support, comme vous le voyez, est en anglais. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais parler d'un des grands défis de la physique moderne, qui est de réconcilier les deux grands piliers qui ont constitué les révolutions de la physique du XXe siècle. D'une part, la relativité d'Einstein, la relativité restreinte, mais surtout, c'est ça qui va être mon thème, la relativité générale, qui est la théorie qui incorpore la gravitation d'une manière compatible avec le principe de relativité. J'expliquerai ce que veulent dire ces mots, brièvement en tout cas, plus tard. Et donc, ce travail de relativité est essentiellement associé au nom d'Einstein, bien sûr. Donc, d'une part, ça c'est une des grandes révolutions de la physique du XXe siècle. Et l'autre grande révolution, c'est la mécanique quantique, la théorie qui décrit la nature au niveau microscopique, donc au niveau atomique, et également à l'échelle subatomique. Alors là, les noms des physiciens associés à la mécanique quantique et au développement de la mécanique quantique, il y en a beaucoup plus. Ce n'est pas, comme pour la relativité générale, l'œuvre essentiellement d'une seule personne. Ici, il y a peut-être j'ai mis ici des photos des deux premiers physiciens associés au développement de la mécanique quantique, les grands-pères de la théorie, Max Planck d'un côté et Niels Bohr de l'autre. Bon, il y aura d'autres photos plus tard. Alors, donc, quel est le problème? Donc, on a ces deux grands piliers de la physique du XXe siècle, la théorie de la relativité générale, si on inclut la gravitation, et la mécanique d'autre part. Et si on essaye de les mettre toutes les deux ensemble, ces théories qui fonctionnent bien dans leur domaine d'application, on arrive à des incohérences. Elles sont incompatibles. Alors, ce conflit n'a pas vraiment de conséquences dans la vie de tous les jours parce que, en général, si on a besoin de la gravitation, c'est dans des domaines où les effets en jeu ne font pas appel à la gravitation quantique. Donc c'est parce que la gravitation s'applique essentiellement à des échelles de l'ordre des échelles macroscopiques, la Terre, le système solaire, l'univers. Tandis que la mécanique quantique, elle, est relevante et est pertinente pour la physique microscopique. Et donc, quand on utilise l'autre, en général, on n'a pas besoin... L'une, on n'a pas besoin en général de l'autre, et quand on utilise l'autre, on n'a en général pas besoin de l'une. Et chacune, dans ses domaines d'application, est extrêmement bien vérifiée. Il existe cependant des situations physiques où on a besoin des deux théories ensemble, où les deux infinis, si je puis dire, se rencontrent. Des situations extrêmes, comme la compréhension des trous noirs ou la compréhension de la naissance de l'univers, des premiers instants de l'univers. Mais je dirais que de toute façon, indépendamment de ces situations extrêmes où on a besoin des deux théories, le fait d'avoir deux théories correctes mais contradictoires n'est pas une situation intellectuellement confortable. Et donc, je vais essayer dans mon exposé de vous
disons, de rendre ce conflit un peu plus concret, donc de vous dire en quoi, d'abord les idées centrales de ces théories, quel est le conflit, et les idées, ou certaines des idées qui sont développées par les physiciens qui travaillent dans ce domaine pour surmonter les difficultés. Donc je vais commencer par la théorie de la gravitation d'Einstein, l'idée centrale, la mécanique quantique ensuite, encore plus bref, la présence ce sera une diapositive sur la mécanique quantique, le conflit, et puis les idées actuelles pour surmonter les difficultés, et je conclurai ensuite. Alors la théorie de la gravitation d'Einstein, qu'on appelle aussi relativité générale, parce que c'est une théorie de la relativité qui inclut la gravitation, a été développée par Einstein. La formulation que nous utilisons actuellement date de 1915, et c'est réellement une révolution. Avant Einstein, la manière dont la gravitation était décrite, c'était en termes de force, comme ce qu'on apprend au lycée, dans le cadre newtonien. Et Einstein a montré qu'en fait, la bonne manière de rendre compte de la gravitation, c'était en termes de déformation de l'espace-temps. Donc en fait, la gravitation déforme l'espace et le temps. Et cette déformation de l'espace-temps, je vais expliquer ça de manière plus précise tout de suite, soyez rassurés, rend compte de la gravitation. Mais c'est réellement une révolution, puisque c'est en fait introduire la géométrie dans la description des phénomènes physiques, et de la gravitation en particulier. Et je pense que de nombreux physiciens se sont émerveillés sur ce développement, sur cette rencontre entre géométrie, en fait, dans le cas qui nous intéresse, géométrie non euclidienne, puisqu'il y a de la déformation, et principes physiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la gravitation, c'est la déformation de la géométrie de l'espace-temps? Alors, je vais prendre un exemple à 2 dimensions où on peut visualiser les choses, et aussi de signature euclidienne. Donc, voici un plan non déformé, un plan, ceci, c'est un plan. Il n'y a pas de courbure. Alors, ce que Einstein nous dit, c'est qu'en présence de sources gravitationnelles, donc de corps massifs, en présence d'énergie, cette géométrie plane devient déformée. Et donc, si c'est à nouveau une image, comme toute image, elle a ses limitations, mais néanmoins, qualitativement, elle rend compte de l'idée. Vous voyez qu'ici, la géométrie plane, j'ai dessiné les choses différemment pour pouvoir voir la déformation. À l'endroit où il y a un objet pesant, vous voyez que, imaginez un plan en élastique, la géométrie est clairement déformée. On voit qu'ici, ici loin, ça reste plan, mais là, les distances entre des points qui étaient avant régis par la géométrie du plan, les distances changent, des points sont plus éloignés les uns des autres sur ce dessin. Et ça force les courbes qui rendent la distance minimum, qu'on appelle les géodésiques, qui sont les lignes droites dans le cas du plan, à se courber. Et c'est cette influence cette déformation de la géométrie qui rend compte du mouvement relatif, avec une accélération non nulle, des corps en présence de gravitation. Donc à nouveau une image. Comme toute image, ça simplifie grandement les choses, donc les images valent ce qu'elles valent, mais qualitativement, ça rend bien compte de la déformation de la géométrie. Vous voyez que si je suis ici et que je veux aller là, le chemin le plus court n'est pas nécessairement de passer par ce puits, si je puis dire, puisque là, il y a plus de distance. En allant sur le côté, ça peut être plus court. Et donc, vous voyez que la notion de géodésique, c'est-à-dire de ligne qui minimise, dans ce cas-ci, la distance, en présence de déformation de la géométrie, change. Et c'est ce changement qui rend compte de trajectoires, disons, courbées de corps en présence de gravitation. Donc de la gravitation due à ce corps central ici. Alors, ça c'est la courbure du temps, mais une des grandes leçons de la relativité, c'est que temps et espace doivent être réellement pensés ensemble. Et donc, avant de parler de la courbure du temps, il y a encore un effet que je voudrais montrer de la courbure d'espace, qui est celui-ci. Donc ça peut conduire à des effets assez spectaculaires, à savoir des effets de lentilles gravitationnelles et d'image double. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'entre une source et l'observateur, il y a plusieurs chemins qui, en tout cas localement, minimisent la distance. Et donc, on peut avoir plusieurs images de la même source. La lumière peut aller par là, elle peut aller par là. Et donc, c'est ce qu'on appelle des effets de lentilles gravitationnelles.
Et c'est des effets qui ont été détectés. Donc la relativité générale est une théorie qui a été, qui jusque dans les années 60 a été relativement peu étayée par l'expérience, parce que les effets sont petits, la gravitation est une force faible, je reviendrai là-dessus, mais depuis les années 60, avec l'avènement de techniques beaucoup plus précises, le nombre de confirmations expérimentales n'a cessé d'augmenter. Alors à côté de la courbure de l'espace, il y a aussi ce que les physiciens appellent la courbure du temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le temps est déformé? La déformation du temps, ça veut dire que le temps n'avance pas de la même manière en présence de champs de gravitation, de forces gravitationnelles différentes. Ici en haut du du bâtiment, la force de gravitation est légèrement plus faible qu'ici en bas. La déformation de la géométrie sera plus faible là au-dessus qu'ici. Et donc, ce que Einstein nous dit, c'est que dans ce cas-là, les horloges ne vont pas avancer de la même manière. Donc les horloges au premier étage vont se désynchroniser légèrement par rapport aux horloges au sommet. Alors l'effet est extrêmement faible ici, bien entendu. Donc 1 seconde par 3 millions d'années. Donc ce n'est pas ça qui nous fera rater un rendez-vous. Mais c'est un effet qui existe et c'est un effet dont on doit tenir compte. Par exemple, pour le système de GPS, de localisation par satellite. Les satellites sont à des altitudes plus élevées, et donc la désynchronisation est plus rapide, mais en outre, on utilise la lumière pour communiquer, et la lumière, elle va très vite. Et donc même si c'est une désynchronisation de quelques fractions de secondes ou de millisecondes, comme la lumière va très vite, elle peut parcourir pas mal d'espace pendant ce temps-là, et c'est un effet dont il faut tenir compte. On peut avoir la désynchronisation, si on ne tient pas compte l'erreur, disons, du système de GPS, si on ne tient pas compte de cet effet, est de l'ordre de 10 km, 10-15 km après un jour. Donc c'est quand même un effet dont on doit tenir compte. Donc cette déformation du temps, qui fait que le temps n'avance pas de la même manière que l'on soit dans un champ gravitationnel plus fort ou moins fort, est un effet qui a des conséquences pratiques importantes dans ce cas de localisation par satellite. Alors, comme je l'ai dit, la théorie d'Einstein la force de gravitation est une force faible. Donc, j'utilise toujours le terme de force, mais on a vu que ça correspondait à une déformation d'espace-temps. Et c'est quelque chose que nous savons bien. Nous savons qu'un petit aimant peut maintenir une aiguille contre la force qui est exercée par la Terre. L'aimant est beaucoup plus petit que la Terre. Donc il y a deux forces qui sont en jeu, la force magnétique exercée par l'aimant, qui n'est pas la force gravitationnelle, et puis la force gravitationnelle exercée par la Terre. Donc même si la Terre a une masse beaucoup plus importante, elle ne peut pas compenser, enfin si on a un aimant qui est suffisamment puissant bien sûr, mais ça peut être un tout petit aimant, on ne peut pas compenser la force de l'aimant. Et donc en ce sens-là, la force de gravitation est une force très faible. Une autre manière de l'illustrer, c'est si on compare la force électrique entre un électron et un proton dû à leur charge électrique à la force gravitationnelle due à leur masse, eh bien, le rapport est vertigineux. Donc la force gravitationnelle, c'est une force faible, ce qui veut dire que la déformation de l'espace-temps est faible. Et c'est pour ça qu'on peut enseigner au lycée les règles de la géométrie euclidienne, que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Ce n'est pas tout à fait 180 degrés si vous faites l'expérience, si vous arrivez à isoler cet effet sur Terre, parce qu'il y a une déformation de la géométrie, mais cette déformation est très faible, est tellement faible qu'elle est bien en deçà des erreurs de mesure. Donc c'est un message qu'il faut retenir, c'est une force faible. Ce qui veut dire que pour avoir des déformations importantes de la géométrie, il faut des objets très massifs, il faut des situations plus extrêmes. Donc ici, pour la Terre, pour être plus précis, la déformation, c'est 10-9. Pour le Soleil, c'est même le Soleil qui a une force gravitationnelle qui peut nous paraître importante. À la surface, la déformation de la géométrie est de l'ordre de 10-5. Et donc, pour avoir une déformation plus importante de la géométrie, il faut des objets beaucoup plus denses et massifs que même le Soleil, des étoiles à neutrons, qui sont des étoiles qui ont une masse de l'ordre de la masse du Soleil, mais beaucoup plus compactes. Leur rayon est de l'ordre de 10 km, ou bien des trous noirs qui sont encore plus compacts, ou bien l'univers lui-même près du Big Bang. C'est des situations extrêmes. Alors, ça c'est la relativité générale d'Einstein en quelques diapositives. Je vais parler maintenant de la mécanique quantique. Alors, la mécanique quantique, c'est une théorie qui décrit
le monde microscopique, donc c'est dans l'autre direction qu'on va. Et c'est une théorie, parce qu'elle est très étrange, parce qu'elle est très différente de ce que notre intuition macroscopique nous dit, qui a mis un certain temps pour être développée. Donc elle a commencé au début du XXe siècle, et ça n'est qu'à la fin des années 20. Bon, parfois, on voit le 5e Conseil Solvay de physique de 1927 comme étant, disons, le point de départ de la formulation actuelle de la mécanique quantique, où ces grands physiciens étaient encore très jeunes. Donc il a fallu une gestation assez longue de la mécanique quantique, parce que c'est une théorie qui est en contradiction, disons, avec notre intuition de la vie de tous les jours. Et par exemple, un des principes qu'on mentionne souvent pour illustrer le caractère étrange de la mécanique quantique, c'est le principe d'Heisenberg, qui dit qu'il est impossible de mesurer simultanément la position et la vitesse d'un objet. Alors, l'erreur que l'on fait pour des objets macroscopiques, ça n'a aucune importance pratique, mais sur des objets microscopiques, ça conduit au fait qu'on ne peut pas parler avec précision à la fois de la position et de la vitesse d'un objet. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait opposé à notre intuition habituelle, où je peux dire à la fois que je ne bouge pas et que je suis ici, mais je ne peux pas le faire pour un électron. Et de manière générale, toute variable physique a une certaine indétermination, donnée par ce principe d'incertitude de Heisenberg. Toute variable dynamique a une certaine indétermination. Alors c'est tout ce que je dirais de la mécanique quantique. Je pourrais faire un exposé beaucoup plus long, mais pour faute de temps, je n'en dirai pas plus. Donc, parce que le point central de mon exposé, c'est que si on essaye de mettre ces deux théories ensemble, qui marchent très bien chacune dans leur domaine d'application, on obtient des contradictions. Alors les contradictions, oui, la mécanique quantique, à cause de ce principe d'incertitude, elle nous dit qu'il faut raisonner en termes de probabilité. Alors une probabilité, c'est compris entre 0 et 1. 0, ça veut dire que ça n'a aucune chance de se produire. 1, c'est la probabilité maximum, c'est 100%, ça se produira avec certitude. Mais une probabilité plus grande que 1, et en particulier infinie, ce n'est pas quelque chose qui a beaucoup de sens. Or, si on fait des calculs de probabilité en essayant de mettre ensemble de manière naïve théorie d'Einstein et mécanique quantique, on obtient des probabilités qui n'ont aucun sens, infinies. J'aurai l'occasion de parler de l'énergie du vide lors du deuxième exposé, donc peut-être que pour gagner du temps, je vais sauter ça, mais sachez que si on essaie de calculer, donc toute forme d'énergie en gravitation courbe l'espace-temps, crée de la gravitation. Et en particulier, en raison du principe d'incertitude de Heisenberg, le vide n'est pas aussi vide qu'on le pense, mais il y a des fluctuations et il y a une certaine énergie. Et si on calcule l'énergie du vide, on obtient un nombre qui est 60 ordres de grandeur plus grand que ce qui est mesuré, et qui donc devrait courber la géométrie de manière telle que nous ne serions pas là. Et donc il y a un problème si on essaie de comprendre l'énergie du vide et de mettre ça avec la théorie de la gravitation. Et puis aussi, il y a ce problème que, puisque la géométrie de l'espace-temps devient dynamique en théorie d'Einstein, c'est une variable qui est soumise à des équations physiques, aux équations d'Einstein que je n'ai pas écrites, elles apparaîtront dans le deuxième exposé. Puisque c'est une variable dynamique, ça veut dire qu'elle fluctue, mais qu'est-ce que ça veut dire une géométrie qui fluctue? Qu'est-ce que ça veut dire que l'espace-temps fluctue? Donc il y a des questions conceptuelles et il y a des questions d'ordre calcul pratique, mais aussi des questions beaucoup plus profondes conceptuelles qui se posent quand on essaye de mettre ensemble relativité d'Einstein et mécanique quantique. Et qui indique d'ailleurs que probablement notre vision de l'espace et du temps n'est qu'une vision approximative, c'est probablement des concepts émergents, mais qui à un niveau fondamental n'existent pas, fondamentalement. Alors comme je l'ai dit, la tension n'a pas de conséquences pratiques pour les situations physiques standards, on n'a pas besoin de la gravité quantique, mais il existe néanmoins des situations extrêmes où on a besoin de la gravitation quantique. Une de ces situations, ce sont les trous noirs. Alors que sont les trous noirs? Ce sont des objets extrêmement denses et massifs qui sont tels que pour pouvoir s'échapper de leur gravitation, donc ils déforment tellement la géométrie dans leur voisinage que pour pouvoir s'en échapper, il faudrait une vitesse qui dépasse la vitesse de la lumière, mais
Einstein nous a dit que ce n'était pas possible de dépasser la vitesse de la lumière, ça veut dire que rien ne peut s'en échapper, même la lumière, d'où le terme noir. Donc c'est effectivement des objets noirs pour un observateur extérieur. Et c'est une des prédictions de la théorie d'Einstein que de tels objets existent, et c'est des objets qui ont été indirectement observés. C'est d'ailleurs très intéressant de voir leur histoire, mais je ne vais pas tellement passer leur histoire en revue ici, faute de temps. Je pense que je dois faire attention au temps, oui, même s'il n'y a pas un deuxième intervenant. Donc il y a plusieurs grands physiciens qui sont associés à l'idée de trou noir. Il y a Oppenheimer, John Wheeler, qui initialement y était opposé puis qui a été converti et qui a été un des plus grands défenseurs, Penrose et Hawking. Et donc il joue un rôle en astrophysique où pas mal de phénomènes s'expliquent par l'existence de ces trous noirs, donc on observe ainsi de manière indirecte. Une autre situation extrême, on a besoin de la gravitation quantique, c'est les tout débuts de l'univers, ce qu'on appelle le Big Bang. Donc un des pères du Big Bang, c'est Lemaître, ici présent, avec Millikan et Einstein. Donc, où l'univers serait né d'une explosion violente, mais au moment de l'explosion, on avait une densité extraordinaire, des champs de gravitation énormes, la mécanique quantique en action, et donc on a besoin, si l'on veut comprendre les tout premiers instants de l'univers, d'avoir une théorie quantique de la gravitation cohérente. Alors, on n'en a pas encore, il y a des recherches pour essayer de développer une théorie cohérente de la gravitation, et une des pistes, c'est la théorie des cordes. Et la théorie des cordes, c'est une théorie qui postule que les objets fondamentaux, ce n'est pas des particules ponctuelles, mais ce sont des objets étendus à une dimension, des cordes microscopiques. Et cette théorie des cordes est développée depuis un certain nombre d'années, est une théorie d'une très grande richesse. Elle semble pouvoir mettre ensemble gravitation et mécanique quantique, mais donc elle unifie aussi en fait même toutes les forces, je dirais un mot là-dessus dans l'autre exposé, mais ça n'est pas encore, oui, je ne suis pas encore là, c'est aussi une théorie qui a apporté des tas d'idées nouvelles, le fait que la notion d'espace et de dimension d'espace-temps, c'est une notion relative, émergente en un sens, donc ça va dans le sens de ce que je vous ai dit. Mais malgré les travaux qui existent sur la théorie des cordes depuis de nombreuses années, les physiciens qui travaillent dans ce domaine sont convaincus qu'on n'a pas encore compris la formulation fondamentale de la théorie des cordes. Il manque quelque chose. C'est plus un cadre qu'une théorie véritable. On n'a pas encore les équations fondamentales. On est capable de faire des calculs approchés dans certaines limites, par certaines recettes, si je puis dire, de calcul. Mais comment dériver ces recettes à partir de quelque chose de plus profond, personne n'y est encore arrivé. Alors, il y a plusieurs pistes. Et je voudrais peut-être illustrer une autre grande idée de la physique du XXe siècle, qui sous-tend ce que je vais dire maintenant, qui est la notion de symétrie. Donc on pense que peut-être une bonne manière d'arriver à l'unification, à mettre ensemble gravitation et mécanique quantique, est en exploitant à fond des idées de symétrie. Alors les symétries, vraiment, c'est quelque chose qui a été au XXe siècle introduit en physique et développé à partir de la relativité restreinte, qui est déjà une symétrie pour ce qu'on appelle le groupe de Lorentz. C'est, disons, comme le dit si bien le prix Nobel Young, une des mélodies thématiques du XXe siècle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que les principes de symétrie, effectivement, sous-tendent toutes les théories que nous connaissons qui décrivent les forces fondamentales. Et Einstein aussi était très séduit par ces idées de symétrie, et donc, qui sont liées en un sens à des idées de simplicité. Alors on dit parfois beauté, mais c'est peut-être plus qu'à un niveau fondamental, les équations sont simples. Et de grands physiciens ont fait des commentaires qui allaient dans ce sens-là. Bon, alors qu'est-ce que c'est la symétrie? Alors un principe de symétrie, c'est l'affirmation que des choses ne changent pas, sont les mêmes, si vous changez le point de vue. Ou dans d'autres termes, que si vous faites certaines transformations, je vais illustrer ça, les choses ne changent pas. Donc, prenons un exemple. La symétrie gauche-droite. Si vous prenez ce papillon, il est symétrique. Alors, pour essayer de caractériser plus précisément cette symétrie, ça veut dire que si vous imaginez une droite qui le divise en deux ici, et que vous faites une réflexion gauche-droite, vous obtiendrez essentiellement, ce n'est pas parfaitement symétrique, mais le même papillon.
Et donc il y a une symétrie gauche-droite qui est présente. Alors là, pour avoir quelque chose qui soit exactement gauche-droite, si vous voyez ce revêtement du plan, je fais ici une ligne de symétrie. Il est clair là que si je fais une réflexion gauche-droite, ceci va là-dessus, le jaune va sur le jaune, le bleu va sur le bleu. C'est exactement invariant si je fais cette réflexion. Et donc, effectivement, dire qu'il y a une symétrie, c'est la même chose que dire qu'il y a une invariance. Alors, cette invariance peut être plus compliquée que simplement la réflexion gauche-droite. L'exemple précédent le montrait, il y avait plus que ça. Si je prends par exemple ces pavages réguliers du plan, vous voyez que, donc j'imagine qu'ils sont infinis, donc ça va dans tous les sens. C'est invariant par des translations de une unité dans ce sens-là, par translation de unité dans ce sens-là. Il y a pas mal d'axes de réflexion, gauche-droite. Donc la symétrie peut être beaucoup plus riche que simplement la symétrie de réflexion autour d'un seul axe. Il peut y avoir beaucoup d'axes, il peut y avoir des translations, il peut y avoir beaucoup de choses. Et la description, ou bien ici c'est encore plus compliqué. Bon, manifestement c'est symétrique, mais si on veut voir comment décrire les transformations qui sont derrière cette symétrie, c'est plus compliqué, mais ça peut se faire. Donc là, c'est des transformations conformes d'un certain type. Quelque chose qui est aussi extrêmement symétrique, c'est la sphère. Là, n'importe quelle rotation autour du centre de la sphère laissera la sphère invariante. Donc là, vous voyez qu'on a même un nombre infini continu de symétries. Alors le bon langage pour décrire ces symétries nous vient des mathématiques. C'est ce qu'on appelle la théorie des groupes. Et il y a une phrase ici que j'aime beaucoup citer, qui est d'Atiyah, médaille Fields, mais qui s'est beaucoup intéressé à la physique, qui dit qu'effectivement, l'homo scientificus a besoin de mathématiques. Et c'est particulièrement vrai pour la théorie des cordes. Et ce qui rend d'ailleurs parfois la difficulté de communiquer les résultats dans ces théories, disons, fondamentales, c'est que le langage utilisé n'est pas le langage de tous les jours. Et la théorie des groupes, c'est quelque chose qu'on a sans doute appris au lycée, mais qu'on n'a probablement pas eu l'occasion de pratiquer, et comme tout langage qu'on ne pratique pas, on l'oublie. Mais il existe un langage mathématique précis pour décrire les symétries. Les symétries forment ce qu'on appelle un groupe, et un groupe, c'est une notion précise en mathématiques. Et ces groupes peuvent être simples, comme lorsqu'il n'y a qu'une seule symétrie, mais ça peut être beaucoup plus élaboré lorsque la symétrie est plus compliquée. Alors, en physique, donc ici je vous ai montré des symétries de figure, donc ça c'était géométrique, vous pourriez me dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec la physique? Alors en physique, la notion de symétrie, elle prend une forme un peu plus abstraite que la symétrie que je vous ai décrite ici, c'est en fait des principes d'invariance. Ça vous dit que les lois de la physique sont les mêmes si vous faites certaines transformations. Par exemple, imaginons que j'étudie la chute des corps aujourd'hui, maintenant, je laisse tomber quelque chose, je mesure le temps mis pour ce corps, je ne vais pas lâcher ceci, je risquerais de le casser, pour atteindre le sol. Si je fais la même expérience demain, j'obtiendrai le même temps. En d'autres termes, il y a une invariance par translation dans le temps, si je passe d'aujourd'hui à demain, des lois qui décrivent la chute des corps dans le champ gravitationnel terrestre. Et donc, la symétrie en physique, c'est l'invariance des lois de la physique sur certains changements du point de vue ou de certaines transformations. C'est bien ce que je viens de dire. Et ces principes de symétrie sous-tendent, comme je l'ai dit, toutes les théories fondamentales qui décrivent les forces fondamentales, gravitationnelles ou non gravitationnelles d'ailleurs. Et on pense qu'en comprenant mieux les symétries qui sous-tendent la gravitation, on comprendra mieux à un niveau fondamental la gravitation et sans doute d'une manière qui permettra de la réconcilier avec la mécanique quantique. Parce qu'on pense que les concepts d'espace et du temps que je vous ai décrits sont émergents, ne sont donc pas fondamentaux, mais que les symétries, et on a des indications, donc ceci ne sort pas de... c'est pas quelque chose que je dis comme ça. Il y a un programme qui a mis en évidence certaines symétries et qui n'est pas terminé. On pense que ces symétries sont plus fondamentales que la notion d'espace et du temps même, et que donc en les identifiant, on pourra faire des progrès dans la compréhension de la théorie des cordes et donc dans la compréhension de la construction d'une théorie quantiquement cohérente de la gravitation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les symétries en question impliquent des structures mathématiques, des groupes qui sont particulièrement, disons, riches, mais aussi particulièrement mal compris, des groupes infinidimensionnels de symétrie, des algèbres infinidimensionnelles. Et donc il y a aussi un point de rencontre entre ces recherches et les recherches en mathématiques. Alors je vais conclure mon exposé de la manière suivante. Si on doit mesurer la vigueur d'une discipline par le nombre de questions non résolues
qu'elle pose, la physique n'est pas morte demain. Je ne vous ai parlé que d'un seul problème, le problème de réconcilier gravitation et mécanique quantique, qui soulève des tas d'autres questions. Qu'est-ce qui doit remplacer le concept d'espace-temps? Comment comprendre trou noir et le début de l'univers? Ce sont les motivations, les énergies sombres. Tous ces sujets, on ne les comprend pas, et je pense que, j'espère en tout cas que les années qui viennent nous permettront de faire des progrès là. Mais je voudrais insister que c'est juste un des problèmes de la mécanique quantique, de la physique théorique, de la physique actuelle. Il en existe bien d'autres. Et donc, je conclurai par une phrase d'Oppenheimer dont on a vu la photo tout à l'heure. La science, par les défis qu'elle pose, c'est sans doute pas tout, bien entendu, mais c'est en tout cas très beau, et je pense qu'on s'amuse aussi en ensemble. Alors, vous voyez, comme la question est la même, gravitation quantique. Et le point de départ qu'il a pris est différent, et c'est une bonne manière de mettre en perspective les relations entre les différentes théories physiques. Donc, en fait, il y a trois constantes fondamentales qui sont en jeu ici, qui sont d'une part la vitesse de la lumière notée c. Alors, c, ici c'est mis 1 sur c, mais c'est parce que c'est 1 sur la vitesse de la lumière. Donc, la vitesse de la lumière, la limite où la vitesse de la lumière est très grande, ça correspond à 1 sur c tendant vers 0, donc c'est ici. Et si ça vaut une valeur finie, on est ici. Alors ça, c'est la vitesse de la lumière, c'est la constante fondamentale qui est associée à la relativité restreinte, donc qui est associée à la physique où le fait que les vitesses sont proches de la vitesse de la lumière est important et doit être pris en compte. Si les vitesses sont très petites vis-à-vis de la vitesse de la lumière, on se trouve ici. Alors, la mécanique quantique est caractérisée par une autre constante fondamentale, la constante de Planck. La constante de Planck est donc, c'est ce qu'on appelle le quantum d'action. Si à l'échelle macroscopique, ce qu'on appelle l'action est beaucoup plus grande que h bar, et donc on peut supposer que ce h bar est très petit, ce qui veut dire qu'on peut supposer qu'il est nul, mais dans la réalité, il n'est pas nul. Mais donc la limite classique, c'est la limite où on prend h bar tendant vers 0, ça nous mène à nouveau ici. Et alors il y a aussi la gravitation. Alors à nouveau, cette gravitation est caractérisée par une constante, la constante de Newton. Et cette constante, si on oublie la gravitation, si on néglige la gravitation, ça revient à faire g égale à 0, ça nous met là. Mais la gravitation est présente, tout gravite. Et donc, dans la réalité, c'est ici qu'on est. Et donc, ça nous donne ce qu'on appelle le cube d'Okhun, qui était un physicien russe, où les trois sommets correspondent à ces trois constantes fondamentales, enfin les trois ici. Et la théorie qu'on voudrait construire est une théorie où à la fois 1 sur c n'est pas nul, h bar n'est pas nul, g n'est pas nul, c'est-à-dire la théorie qui est ici. Mais pour le moment, on n'est pas encore là. On est capable de supposer que g et c ne sont pas nuls, ça nous donne la relativité générale. On est capable de mettre ensemble h bar et 1 sur c, ou c, ça nous donne la théorie quantique des champs, mais mettre toutes les trois ensemble, c'est quelque chose que nous ne sommes pas encore capables de faire, et c'est ça le défi de la gravitation quantique. Alors, peut-être dire quelques mots sur les coins du cube qu'on comprend bien. Donc celui-là, je l'ai suffisamment décrit, je ne vais pas en dire grand-chose, mais peut-être je parle un peu de la théorie quantique des champs. Alors, pour introduire la théorie quantique des champs, peut-être je dois parler des autres interactions, des autres forces fondamentales dans la nature. Je vais parler beaucoup de la gravitation, mais la gravitation n'est pas la seule force. J'ai mentionné l'électromagnétisme. Donc l'électromagnétisme, c'est la force, c'est l'interaction qui existe entre particules chargées. Et c'est une force qui est à longue distance, donc à longue portée, donc c'est une force dont on a pris conscience il y a très longtemps, des temps anciens, comme la gravitation d'ailleurs. Alors, à côté de l'électromagnétisme et de la gravitation, il existe d'autres forces qui sont des forces qui sont à courte portée, donc c'est pour ça qu'elles ont été mises en évidence beaucoup plus tard, au XXe siècle, et dont la portée est l'échelle atomique. Ce sont ce qu'on appelle les forces nucléaires faibles, et la force nucléaire faible et la force nucléaire forte, celle-ci étant responsable de la cohésion du noyau atomique. Le noyau est formé de protons et de neutrons. Les protons ont une charge positive, ça se repousse d'après l'électromagnétisme. Donc il faut quelque chose qui compense ça, c'est la force nucléaire forte.
la force nucléaire faible joue aussi à l'échelle atomique et est responsable de ce qu'on appelle le rayonnement bêta, la désintégration du noyau. Alors, une des évolutions remarquables de la physique a été d'unifier en fait ces forces. Par exemple, l'électromagnétisme, si on regarde d'anciens traités de physique, il y aura électricité d'un côté, magnétisme de l'autre, et ça a été un des grands succès de la physique de voir que l'électricité et le magnétisme, c'était deux aspects différents d'une même force, qu'on appelle la force électromagnétique, d'une même interaction, qu'on appelle l'interaction électromagnétique, et qui est décrite par les équations de Maxwell. Et au XXe siècle, on s'est rendu compte que la force nucléaire faible et la force électromagnétique, en fait, c'était à nouveau deux aspects d'une même force. On ne s'en rend pas compte à notre échelle à basse énergie de la vie de tous les jours, mais si on pousse les énergies, comme on peut le faire au CERN, on se rend compte en fait que la force électrique et la force électromagnétique et la force faible, c'est deux aspects d'une même force qu'on appelle la force électrofaible, la théorie électrofaible. Et il existe des modèles, parce que la description de la force nucléaire forte est très semblable à la description de ces forces-là, où c'est ce qu'on appelle des modèles de grande unification, où on met ensemble ces trois forces ici. La gravitation reste un peu sur le côté, comme vous le voyez, et une des caractéristiques de ces trois forces, c'est que non seulement on peut les décrire classiquement, mais en fait on en a une description quantique cohérente. Donc les problèmes que la gravitation possède, d'avoir des difficultés d'être en accord avec la mécanique quantique, n'existent pas pour ces forces. Il existe une description tout à fait cohérente de l'interaction forte et de l'interaction électrofaible dans le cadre quantique. C'est ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. Alors Yaron ici a mis quelques exemples de ce qu'on appelle des diagrammes de Feynman dans le jargon des praticiens, mais qui sont des règles de calcul de processus de ces théories, donc des amplitudes de production, dans ce cas-ci du boson de X. Alors comme je suis belge, je dis de Brut-Angler-X à partir de gluons. Et donc il existe des règles de calcul, et ce sont des théories, en tout cas, dont on pense avoir compris les principes fondamentaux. Et bon, c'est évidemment un peu publicité. C'est des théories, alors ça vous paraît compliqué, mais le point qui est passé ici, c'est qu'on peut écrire sur un t-shirt une description fondamentale des forces électriques, électromagnétiques, de la force nucléaire faible et de la force nucléaire forte. Alors, il y a une foule de phénomènes extraordinaires décrits dans le cadre de ces théories. Ce qui est remarquable, c'est que les équations fondamentales tiennent sur un t-shirt. Et c'est le seul point qui est fait par ce transparent. Il ne vous est pas demandé de comprendre la signification des différents symboles, bien entendu. C'est une sorte de simplicité dans la description fondamentale qui est le message donné par ce transparent. Alors, en plus, on peut voir aussi, c'est des calculs qui le montrent, que si on regarde, on peut montrer que la force d'une interaction, enfin la force d'une interaction, dépend de l'énergie. Comme je vous l'ai dit, à nos énergies, la force électromagnétique et la force faible ont l'air bien différentes. Si on augmente les énergies pour obtenir des énergies qui sont disponibles au CERN, on voit qu'il y a unification. Et les modèles théoriques prédisent qu'en fait, la force forte et la force électrofaible, à nos énergies, celle-ci est plus faible que celle-là, son intensité est plus petite, mais se rejoignent à des énergies qui sont très importantes, beaucoup plus grandes que les énergies, donc il y a un certain nombre d'ordres de grandeur, comme vous le voyez, les énergies du CERN, mais c'est ça qui sous-tend les idées de grande unification. Mais évidemment, si on unifie toutes les forces, il est très tentant de se dire que la gravitation doit aussi être unifiée dans un schéma encore plus grand, et c'est ce qu'on appelle les théories du tout, Theory of Everything, où on aurait à la fois l'unification des forces qui rentrent bien dans un cadre quantique et de la gravitation qui nous pose des problèmes d'un point de vue quantique. Alors, bon, je vous ai dit que les équations tenaient sur un t-shirt, mais il y a quand même un peu de triche là-dedans parce qu'on peut écrire des équations, ce n'est pas le tout d'écrire des équations, il faut aussi les résoudre. Ces équations sont extrêmement compliquées et un certain nombre de questions, même fondamentales,
ce qu'on appelle par exemple la mass gap dans la théorie qui décrit les interactions fortes, pourquoi les quarks sont liés. Si on veut réellement faire les calculs, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué. Et c'est un des problèmes, un des grands problèmes. Donc avoir les équations, c'est une chose, les résoudre, c'est encore mieux, mais ça peut être un ordre de grandeur supplémentaire de difficulté. Donc c'est un peu l'idée qui est illustrée ici par ce... je pense qu'aussi une des idées, c'est que si on arrive à faire ça, on pourra peut-être être couronné par certains prix. Alors, la gravitation, je vous en ai parlé, donc je vais aller très vite là-dessus. Il y a juste en plus, à nouveau, c'est pour montrer que ça, ce sont les équations d'Einstein. Alors, les équations d'Einstein, ça a l'air très rébarbatif si on ne comprend pas la signification des symboles. Mais d'autre part, ce qui est remarquable, c'est que toute la gravitation, tout ce qu'on sait à propos de la gravitation, ça tient en cette équation, qui est simple. Donc, on peut l'écrire à nouveau sur un t-shirt. Alors, parmi les solutions de la gravitation, il y a les trous noirs dont j'ai parlé. Ici, en plus, la déformation de la géométrie est décrite très explicitement ici. Mais à nouveau, si on ne comprend pas la signification des symboles, c'est un autre langage. Donc, c'est un peu pour vous montrer que le langage approprié nécessite un certain investissement. Mais quand on a cet investissement, on peut comprendre, en tout cas, la formule qui est écrite là en dessous, qui décrit comment la géométrie est déformée en présence de trous noirs. Donc, je vous ai parlé des trous noirs. Ce qui est assez fascinant à propos des trous noirs, c'est que c'est des objets extrêmement denses et qui sont tels qu'on ne peut, disons, ils sont entourés par ce qu'on appelle un horizon, qui est la surface qui ne peut être franchie que dans un sens. Donc on peut tomber sur un trou noir, mais pour en sortir, il faudra aller plus vite que la lumière, au-delà de cette surface qu'on appelle l'horizon d'événement du trou noir. Et donc cette surface est noire parce que la lumière peut tomber, mais elle ne peut pas en sortir. Et tout ça est contenu dans cette formule. Alors, ce qui est intéressant à propos des trous noirs, pour revenir au monde quantique, c'est que les trous noirs, on s'est rendu compte que quand on les combine avec la mécanique quantique, même si on ne sait pas encore comment mettre ensemble les théories d'Einstein et mécanique quantique, mais on a des petits bouts, on peut faire des calculs, pose des questions très intéressantes parce qu'ils ne sont pas tout à fait noirs. On peut montrer que si on tient compte des effets quantiques, un trou noir va rayonner. Alors, c'est ce qui est dessiné ici. Et va rayonner avec une certaine température, T pour température, donnée par une... Alors, à nouveau, c'est une formule que vous ne devez pas retenir, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle contient les constantes fondamentales que je vous ai mentionnées au début. La constante de Planck, qui décrit les phénomènes quantiques, la vitesse de la lumière, associée à la relativité restreinte, et la constante de Newton. Il y a aussi la mécanique statistique, il y a aussi la constante de Boltzmann. Ça, c'est des facteurs géométriques. Et à la masse de l'objet. Donc un trou noir d'une certaine masse, m, va rayonner avec une certaine température. Alors l'effet est très faible pour, par exemple, un trou noir qui aurait la masse du Soleil. Donc si vous mettez 1 ici, vous mettez la masse du Soleil, va avoir une température très petite. Mais si vous avez des trous noirs plus petits, ils auront une température plus grande. Donc ce que nous dit la mécanique quantique, c'est que les trous noirs ne sont pas tout à fait noirs, ils rayonnent. C'est ce qu'on appelle l'effet de Hawking, parce qu'il a été mis en évidence par Hawking. Mais en plus, non seulement ils rayonnent, donc ils ont une température, mais on peut leur associer une entropie. Alors, c'est assez étonnant. Alors, une entropie, on en a parlé. L'entropie est une mesure du désordre. Pour qu'il y ait une entropie grande, ça veut dire qu'il faut beaucoup de degrés de liberté. Or, les trous noirs, auxquels on peut associer une entropie par ces considérations, semblent être caractérisés par un très petit nombre de constantes, classiquement en tout cas, quand on ne tient pas compte de la mécanique quantique. La masse, la charge, le moment cinétique. Et donc, ce n'est pas un objet auquel, classiquement en tout cas, on associerait naturellement une entropie. Mais d'autre part, les considérations que je vous ai décrites, où on associe une température au trou noir, conduisent aussi à lui associer une certaine entropie qui est proportionnelle à la surface à l'aire de cette surface de non-retour, l'horizon d'événement. Et donc, une question qui se pose, on a parlé de Boltzmann, l'entropie est une mesure du désordre. Est-ce que cette entropie des trous noirs, c'est une mesure du désordre de quoi? Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de degrés de liberté, mais d'autre part, l'entropie est énorme, si on fait le calcul, et donc elle semble indiquer un très grand désordre. Mais avec 3 paramètres, c'est assez difficile. Et donc, ceci nous montre que si on veut comprendre cette entropie des trous noirs, on est obligé de mieux comprendre la gravitation au niveau microscopique et comprendre les degrés de liberté microscopique de la gravitation.
Et donc ça nous amène à la question de la gravité quantique que j'ai mentionnée. Et la diapositive suivante illustre le fait qu'on ne sait pas très bien que faire pour la gravitation quantique. Toutes nos idées tombent à l'eau, disparaissent. Bon, la notion d'espace-temps, c'est probablement une notion secondaire, émergente. Quelles sont les symétries? On ne sait pas. Quelles sont la bonne dynamique? On ne sait pas du tout. Donc on est presque complètement perdu. Et l'espace-temps, il y a cette idée que c'est émergent. Mais qu'est-ce que ça veut dire un espace-temps émergent? On peut dire le mot, mais encore faut-il avoir un cadre scientifique dans lequel on puisse parler de ça, ce que je vais essayer d'ailleurs de développer. Et c'est un cadre scientifique en fait qui fait appel aussi à une autre grande notion de la physique moderne, qui est la notion d'information quantique, de la trication quantique aussi, et vous allez voir que les deux se mettent ensemble. Je vais esquisser en tout cas la manière dont ça se fait. Et c'est une autre approche à la gravitation quantique. Donc moi j'ai insisté sur les aspects symétrie, mais qu'on ne connaît pas encore. Ici c'est un aspect qui est plus lié à des idées modernes de quantum information, mais à nouveau qui sont encore incomplètes. Les deux approches sont incomplètes et probablement se rejoindront, mais on ne sait pas encore comment. Alors, c'est dans le cadre de la théorie des cordes que également dans le cadre de la théorie des cordes que cette approche de quantum information apparaît. Alors la théorie des cordes, comme je vous l'ai dit, suppose que les objets fondamentaux, donc si on les regarde bien, c'est des petites cordes microscopiques. Donc si vous regardez une molécule, elle est composée d'atomes et d'électrons. Si vous regardez les électrons, en fait, à une échelle de résolution suffisamment grande, vous pourriez voir que ce sont des cordes. Les atomes eux-mêmes, on sait qu'ils sont composés de protons et de noyaux. Ces protons, donc j'en regarde un composé de quarks. Les quarks eux-mêmes, si on les regarde de très près, c'est à nouveau des cordes. Et en fait, c'est la même corde, mais c'est un autre mode de vibration. Vous savez que les cordes peuvent vibrer de différentes manières. La corde de violon peut produire plusieurs sons. Eh bien, ici, les sons, ce serait un électron d'une part, ce serait un quark avec certaines caractéristiques d'autre part. Donc, c'est une image très, très impressionniste, mais disons qui contient une part de vérité. Alors, la théorie des cordes, comme je vous l'ai dit, était fascinante. Elle introduit des tas de mathématiques intéressantes, mais en particulier, elle montre que probablement notre espace-temps a plus que 4 dimensions. Il y a plus que les 3 dimensions d'espace familières, mais il y a aussi mais il y en aurait d'autres. Mais plus que ça, ça montre aussi que la notion de dimension, et ça va dans le sens d'un espace-temps émergent, est un concept lui-même émergent, relatif, qui dépend de la description. En d'autres termes, certaines descriptions de la théorie des cordes conduiront à 10 dimensions d'espace-temps, d'autres conduiront à 11, d'autres encore pourraient conduire à 26, peut-être c'est la même théorie. En d'autres termes, la notion de dimension d'espace-temps, mais ça va bien dans le sens d'espace-temps émergent, dépend de la description, n'est donc pas quelque chose de fondamental. Ce qui ne sont pas des idées faciles, évidemment, à rendre compte. Mais il y a un cadre dans lequel ça peut se faire, c'est ce qu'on appelle le cadre holographique, ou la description holographique de la gravitation. Et le terme holographique n'a pas été pris par hasard, parce que ça correspond réellement aux hologrammes. Vous savez qu'on peut encoder une image à 3 dimensions sur une surface à 2 dimensions. En d'autres termes, toute l'information d'espace peut être encodée à travers un hologramme et par les interférences qui sont encodées ici sur une surface à 2 dimensions. Eh bien, on arrive un peu à une description analogue de la théorie des cordes. Bon, à nouveau, il y a une formule, là, j'attends, où on pourrait encoder la gravitation à 4 dimensions, par exemple, par une théorie qui vit à une dimension de moins, qui est une théorie quantique des champs, sans gravitation, et donc qu'on contrôle mieux d'un point de vue quantique, et qui a la propriété d'être invariante conforme. Alors, je ne vais pas m'étaler sur l'invariance conforme, à nouveau, ça serait trop long, mais simplement vous dire que l'invariance conforme, une transformation conforme, c'est par exemple la transformation qui vous permet c'est une transformation qui préserve les angles. Vous savez que la représentation de la Terre sur une surface plane, comme ici, on ne peut pas le faire en préservant à la fois les distances et les angles. Et une manière de procéder, le compromis qu'on trouve, c'est de préserver les angles, mais d'autoriser des distorsions des distances. Donc ça, c'est une représentation conforme de la géographie de la Terre sur le plan. Et donc, on étire éventuellement les longueurs, mais on préserve les angles. Donc, les rapports des longueurs sont préservés. Et donc, il existe ce qu'on appelle une représentation conforme de la gravitation
par une correspondance holographique qui s'appelle aussi correspondant ADS-CFT. Je ne vais pas entrer dans les détails, où on pourrait, et ceci est plus imagé et représente mieux, on peut représenter notre espace-temps, qui est l'intérieur ici, donc il y a une dimension de plus, par une théorie au bord, holographique. Et l'espace-temps ici contient la gravitation, et donc il y a une déformation de la géométrie, c'est de la géométrie ADS anti-de-Sitter, pour parler du géomètre qui a parlé de cette géométrie en premier, mais déformée. Il y a des trous noirs, il y a des distorsions de la géométrie, mais donc tout ça pourrait être encodé par une théorie, et c'est ça l'idée holographique, au bord, qui serait une théorie sans gravitation, donc une théorie conforme où la gravitation n'est pas là, mais toute l'information sur la gravitation et sur donc la géométrie intérieure est encodée, je vois qu'ici ça a flanché, est encodée par la théorie qui est au bord, par l'hologramme qui est au bord. Alors c'est un hologramme qui contient une théorie quantique des champs conformes, donc c'est assez compliqué, mais des idées quantitatives qui vont dans cette direction sont très fortes. Et en fait, on reconstruit la géométrie intérieure par des idées d'intrication quantique de la théorie, des états de la théorie conforme qui est au bord. Et donc cette idée d'information quantique est présente, et une des questions qui se pose, c'est quels sont les aspects quantiques de la théorie au bord qui rendent compte de l'émergence de la géométrie et des aspects classiques de la géométrie d'espace-temps dans laquelle nous vivons. Et donc c'est une piste extrêmement intéressante, et on espère que grâce à ça, on pourra faire des progrès sur l'origine de l'univers, sur la compréhension des trous noirs, sur la compréhension de la matière noire et de l'énergie noire. Bon, je peux peut-être en parler au moment des questions s'il y a des questions, mais donc comme je vous ai dit, l'énergie noire est une des choses très mal comprises, mais c'est très embêtant qu'elle soit mal comprise parce que c'est 70% de l'énergie de l'univers. La matière noire sur laquelle j'ai rapidement glissé, ça représente 25%, et donc nous sommes faits de 5%. Donc ce que nous comprenons, c'est 5%. Donc il y a des grandes énigmes à comprendre. Mais je voudrais terminer, et c'est là-dessus, je voudrais terminer par ces idées maintenant, c'est en fait que la théorie des cordes, de manière assez inattendue, a débordé au-delà de son programme initial qui était de donner une description cohérente au niveau quantique, au niveau microscopique de la gravitation, mais c'est réellement un cas théorique qui a probablement des applications dans d'autres domaines de la physique. Je vous ai dit qu'une des difficultés en théorie quantique des champs, c'était de calculer les solutions des équations, et c'est particulièrement vrai lorsque les objets qui interagissent, dont l'interaction est décrite par ces équations, interagissent de manière forte. Donc s'ils interagissent très peu, on a des méthodes de calcul, théorie des perturbations, qui fonctionnent très bien et qui permettent de contrôler les solutions, d'en donner une solution approchée en tout cas. Lorsque l'interaction est forte, comme pour la force forte par exemple, qui était illustrée dans une diapositive précédente, les techniques que nous avons fonctionnent très mal. Et on s'est rendu compte que dans cette correspondance holographique, la théorie au bord duale de la théorie à l'intérieur, donc la correspondance holographique fait correspondre une théorie à 3 dimensions à une théorie à 4, enfin, il y a une dimension de plus, le nombre de dimensions change, inverser aussi la constante de couplage. Donc envoyer une théorie faiblement couplée sur une théorie fortement couplée. Et donc l'idée est venue de dire on va utiliser cette correspondance holographique pour remplacer la théorie où les choses sont très fortement couplées et on ne peut rien calculer, ou très peu calculer, par une théorie duale où les objets dynamiques dans cette théorie sont faiblement couplés, où on peut espérer faire des calculs. Et ça a débordé le domaine d'application initial, et c'était tout à fait inattendu. On pense qu'on pourra faire... Enfin, il y a déjà eu des progrès qui ont été faits, mais... donc les idées ont été appliquées en matière condensée. Évidemment, un des grands problèmes de matière condensée, on n'est pas encore là, c'est de calculer ou de comprendre la supraconductivité à haute température. Là, on en est encore loin, mais en tout cas, on peut décrire certains systèmes de matière condensée où les objets interagissent très fort par un modèle holographique dual, où on défait l'holographie, disons, qui est, lui, faiblement couplé. Une autre application, c'est la turbulence, et en fait, c'est un des domaines où Yaron Haus a contribué à... Il a fait d'énormes progrès dans ce domaine-là, c'est la turbulence. La turbulence est aussi une grande question de la physique, comprendre l'écoulement
des fluides dans des régimes turbulents. Et c'est décrit par une équation qui a été écrite ici, dont les solutions sont très compliquées à trouver, qui a des instabilités. Donc à nouveau, c'est une équation qui paraît simple, mais dont les solutions sont très compliquées. Donc comprendre la turbulence est un problème compliqué, et on espère que par ces techniques de remplacement d'une théorie par une autre, grâce à cette correspondance holographique, permettront de remplacer ces équations par des équations plus simples à traiter, qui sont les équations de la physique au voisinage d'un trou noir. Bon, ce n'est pas nécessairement simple, mais disons où on a une autre intuition, en tout cas, qui peut être utile, et faire des progrès dans la compréhension de cette théorie de la turbulence. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une remarquable unité de la physique, et même à des endroits où on ne s'attend pas, des équations, l'information quantique, à nouveau, les gens de la théorie des cordes initialement ne s'attendaient pas à trouver, par cette correspondance holographique, l'information quantique, mais elle est là, c'est important de comprendre les liens entre les deux. La turbulence, à nouveau, ce n'était pas du tout la motivation des gens qui faisaient la théorie des cordes, mais peut-être que les techniques développées d'un côté peuvent être utilisées ailleurs, pareil pour la physique de la matière condensée. Donc il y a une remarquable unité de la physique qui était aussi un des éléments que Yaronos voulait illustrer dans son exposé. C'est avec ça que j'arrêterai. Peut-être dire un mot pour conclure. D'abord, on va se tutoyer maintenant, qu'on est collègues. En te remerciant d'avoir joué ces deux rôles, j'étais très admiratif du second exposé avec les diapositives et du collègue. Et ça montrait en effet une grande complicité. Et je crois que c'est ce que toutes ces tables rondes ont montré. C'est la proximité et la sympathie entre les collègues du Collège de France et de l'Université de Tel Aviv. Je dois vous avouer que certains collègues du collège, quand ils ont vu le programme, ont regretté de ne pas s'y figurer. Et nous avions fait un appel d'offres l'année dernière en disant quels sont ceux où y a-t-il des collaborations et qui veut participer à des tables rondes. Et lorsqu'ils ont vu le programme, certains m'ont dit mais la biologie n'est pas là, alors qu'ils ont des... Alors je pense qu'il faudrait que nous recommencions. En tout cas, je voudrais remercier donc les collègues de l'Université de Tel Aviv qui sont venus à cette occasion. Bien sûr, Ruth Amossi, puisque c'est à l'occasion d'un séminaire ici qu'on a eu ce projet. Et puis, ils sont partis, mais notre directeur des relations internationales et notre... Céline Surprenant qui travaille avec lui, qui ont organisé ces journées. Donc, un grand merci. Je pense qu'on aura d'autres occasions de collaborer, soit au Collège de France à Paris, soit à l'Université de Tel Aviv dans les prochaines années, en incluant d'autres disciplines. Et merci. C'est la première fois... Marc Fesneau m'a dit tout à l'heure que c'était sa première intervention au Collège de France, puisqu'il n'a pas encore fait C'est pourquoi il a dû faire 2 exposés. Je voulais remercier Antoine Compagnon et le Collège de France et tous les collègues qui sont venus participer à cette première séance, de nous avoir si bien reçus. Et effectivement, comme vient de le dire François, l'année prochaine à Tel Aviv. Merci à tous.